Bonjour à tous et bienvenue sur le canal de YouTube de JumaMap. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui c'est très intéressant pour la plupart des personnes. Ça veut dire comment migrer en Italie avec, pour des motifs de travail. Aujourd'hui, on va surtout nous concentrer sur la procédure ordinaire pour arriver en Italie, mais aussi on va expliquer les institutions principales et les documents plus importants pour être en Italie. Troisièmement, on va aussi parler de bénéfices des personnes qui ont fait des cours de formation à l'étranger. Ça veut dire les personnes qui ont été sujets à l'article 23 et les avantages de ce type de migration selon le projet Before You Go. Alors, j'espère que vous allez bien comprendre aujourd'hui cette formation, mais surtout que si vous voulez en avoir plus d'informations, vous consultez notre site que vous pouvez trouver en bas pour trouver toutes les informations concernant la procédure légale pour migrer en Italie pour des motifs de travail dans le 2023. On commence. Aujourd'hui, on va parler de cet exposé avec le nom Migrer en Italie pour des motifs de travail. On va parler soit des défis que des opportunités, surtout parce que c'est un processus très complexe et très long. La première chose, il y en a certaines choses qu'il faut en savoir avant d'arriver en Italie, surtout les institutions principales et les documents à connaître. La première institution qu'on doit connaître, c'est le consulat. Mais qu'est-ce que c'est les consulats? Les consulats fournissent des services administratifs aux citoyens de son propre pays qui sont à l'étranger. Par exemple, si je viens du Mali, je vais aller au consulat de Mali à Rome pour chercher d'avoir des informations sur les documents comme des passeports ou des cartes d'identité, si je suis malien. Mais le consulat prend également en charge des démarches administratives des citoyens étrangers qui souhaitent migrer vers le pays qu'ils représentent. Par exemple, si je suis en Tunisie et je dois avoir des documents ou soit des papiers pour arriver en Italie, je vais aller au consulat italien. Dans la Tunisie, bien sûr, le consulat, contrairement à l'ambassade, n'a même pas des activités politiques internationales, sauf dans certains cas exceptionnels. Pourquoi c'est très important aujourd'hui de parler du consulat? Parce que c'est les consulats qui s'occupent de la délivrance du visa. En italien, on dit il visto. Mais qu'est-ce que c'est le visa? Ça veut dire en italien il visto. Les visas, c'est que l'autorisation qui permet l'entrée des personnes étrangères dans les territoires italiens. Le visa, normalement, est mis dans les passeports des personnes. Par exemple, si j'ai un passeport tunisien, le visa pour venir en Italie va être mis mettre dans mon passeport. Il faut absolument pas oublier que pour avoir le passeport, le visa, il faut le mettre dans un passeport qui ne soit pas expiré. OK? Bien sûr, il y en a plusieurs types différents de visas. Par exemple, il y en a des visas pour des motifs de famille, pour des compétitions sportives, pour travail indépendant, travail subordonné aux salariés et aussi travail saisonnier. Ça veut dire chaque visa a une motivation différente. Ça, c'est le motif pour lequel chaque visa nous permet de rester aussi de façon différente dans le pays. Il y a une autre institution qui c'est très important en Italie, dès qu'on arrive en Italie. Ça s'appelle la questura.
La questura, c'est le bureau territorial de la police d'État. Ça veut dire la questura, on dit en italien la questura, c'est la police qui en a deux divisions, la police anticriminalité et la police administrative et sociale. Pourquoi nous intéresse la questura? Parce que dans la partie administrative et sociale, la questura s'occupe de la délivrance de permis séjour pour les étrangers de pays tiers, en fonction de la province dans laquelle se trouve l'étranger. Ça veut dire que chaque province a une questura et chaque questura s'occupe de donner le permis séjour aux personnes qui habitent dans cette province-là, dans les territoires italiens. Mais qu'est-ce que c'est le permis de séjour? En italien, on dit il permesso di soggiorno, permis, permesso, séjour, soggiorno. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un document délivré par les autorités italiennes qui donne à l'étranger le droit de rester dans les territoires italiens. Ça veut dire la permission de pouvoir rester en Italie. Bien sûr, il y en a de différents types de permis séjour selon la motivation pour laquelle on est dans les pays. Il y en a des permis de séjour pour des motifs des familles. Ça dure normalement 2 années. Il y en a des permis de séjour pour motifs de travail subordonné. Ça peut durer de façon différente selon le type de contrat qu'on a. Par exemple, si on a un contrat indéterminé, notre permis de séjour va durer 2 années. Mais si on a un contrat, par exemple, de 6 mois, notre permis de séjour peut durer 1 année. OK? Bien sûr, pour en savoir plus des informations, je vous invite aussi de voir notre site en langue française sur Jumamap que vous pouvez trouver là-dessus. Mais on continue. Comment on fait pour obtenir notre permis de séjour? On peut aller dans 2 lieux différents. On peut aller directement auprès de la questura pour faire la demande. Par exemple, dans le cas où on doit retirer notre permis de séjour pour asile. Mais dans le cas du permis de séjour pour des motifs de travail, soit subordonnés, soit saisonniers, il faut aller au bureau des postes. Ça veut dire le guichet amical. Il faut en savoir qu'en Italie, il y a la poste, ça veut dire le lieu où s'envoient plusieurs lettres qui met en communication tous les pays. Et dans la poste, il y en a certains bureaux qui s'appellent par exemple Sportello Amico. Sportello Amico, c'est le lieu où normalement on peut envoyer des documents, surtout un kit postal. Qu'est-ce que c'est le kit postal? Le kit postal, c'est les moyens par lesquels le citoyen étranger présent en Italie doit demander la délivrance, le renouvellement et la mise à jour ou la conversion du permis séjour. Avec ces kits postales qu'on voit ici là-dessus, on peut demander notre permis séjour. OK? On continue avec la registration. On peut trouver aussi le Sportello Amico. On a déjà parlé de ça, et c'est le bureau principal où on doit aller apprendre nos documents. Mais maintenant, on va parler du permis de séjour. OK? Comme j'ai déjà dit, le permis de séjour dépend de la motivation pour laquelle on est en Italie. Aujourd'hui, on va parler de 2 types de permis de séjour qui sont très importants pour les décrets flux. Ça veut dire il decreto flussi, ça veut dire comment migrer en Italie pour des motifs de travail. On commence. D'abord, on va trouver la première catégorie. Ça veut dire travail subordonné. Qu'est-ce que ça veut dire travail subordonné? Ça veut dire que je suis subordonné, ça veut dire je travaille sous quelqu'un. Je suis
une personne employée et il y a une personne, je suis, oui, je suis un travailleur employé pour une personne qui me donne du travail. OK? Quand je fais ce type de contrat, quand j'ai un contrat de travail subordonné, je vais aussi avoir un permis séjour de travail subordonné. La durée de mon permis séjour, comme j'ai déjà dit avant, va dépendre du type de contrat. Il y a un autre type différent de permis de séjour avec le décret flussi, les décrets flous. Et ça, c'est le permis de séjour pour lavoro stagionale. Ça veut dire travail saisonnier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, en Italie, pendant l'été surtout, il y en a, il y en a certains secteurs de l'économie qui sont très forts, qui ont en demande des travailleurs énormes. Par exemple, le secteur du tourisme ou le secteur de l'agriculture. Alors, on a besoin le gouvernement italien a besoin des personnes qui travaillent dans ce type de secteur. Normalement, en Italie, ils ne trouvent pas souvent des main-d'œuvre pour travailler dans ces secteurs. C'est pour là qu'ils ont ouvert les décrets flussi. OK? Et ils ont ouvert ce type spécifique de permis séjour pour les personnes qui viennent en Italie que pour travailler pendant la saison. C'est pour cela que ce type de permis séjour a une durée maximale de 9 mois. Bien sûr, une fois que le permis séjour est expiré, si j'ai une autre proposition de travail, je peux le convertir aussi grâce au decreto flussi selon les quotes de chaque année. Mais de ça, je vais vous en parler après. Pour l'instant, rappelez-vous, il y en a deux types de travail, ça veut dire deux types de contrats de travail subordonné et travail saisonnier, et chacun de ces types de travail va avoir un permis séjour différent, avec des droits et devoirs différents. Je vais aussi vous parler de la préfecture. Mais qu'est-ce que c'est la préfecture? Ou comme on dit en italien, la prefettura. La préfecture est l'organe qui représente le gouvernement au sein de la province. Elle accomplit essentiellement des tâches de nature administrative. Pourquoi je vous parle de la préfecture? Parce que dans la préfecture, on va trouver le bureau d'immigration. En italien, on dit lo sportello immigrazione. Pourquoi le bureau immigration, c'est très important pour nous? Normalement, dans cette structure active dans chaque préfecture, on va trouver la délivrance du nulla osta. Qu'est-ce que c'est le nulla osta? Et le nulla osta, c'est un document qui, après toute une vérification qu'a fait la préfecture, ça veut dire le sportello en migration, de la demande de l'employeur de venir pour des motifs de travail à une personne qui se trouve dans l'étranger, la préfecture va donner une nulla osta. Ça veut dire un document qui dit rien ne s'oppose. Ça veut dire il n'y en a pas d'obstacle. Tu peux amener cette personne en Italie. OK? Ça veut dire nulla osta. Je vous parle de ça parce qu'après, quand on va parler de la procédure, il faut en savoir qu'est-ce que c'est le nulla osta. Mais il y en a aussi deux autres types de documents très importants. Par exemple, on a la carte sanitaire. En Italie, on dit la tessera sanitaria. Mais qu'est-ce que c'est la carte sanitaire? La carte sanitaire est délivrée une fois, c'est le document qu'on a pour pouvoir avoir accès aux soins médicaux en Italie. Dès qu'on est un travailleur employé en Italie, on a les droits aux soins sanitaires gratuits de ce pays. Bien sûr, il donne des prestations fournies par les services nationaux de santé. OK?
La carte de santé est délivrée une fois qu'on a obtenu le titre de séjour, les permis séjour, et on la trouve normalement, on doit la demander aux hôpitaux de référence du lieu où la personne en habite. OK? Qu'est-ce qui se passe? Chaque personne va avoir dans sa carte sanitaire aussi une chose en italien, qu'en Italie, c'est très important, que c'est le codice fiscale. En français, on traduirait code fiscal. Mais qu'est-ce que c'est le code fiscal? Les codes fiscaux servent à identifier les personnes pour les contrôles fiscaux et est généralement composé de 16 caractères alphanumériques. Ça veut dire, en Italie, je vais toujours être contrôlé, mes impôts vont être contrôlés par l'agence fiscale, l'agenzia fiscale, et je vais avoir un code d'identification. Cette code n'expire pas, ok? On va toujours avoir le même code selon notre nom et prénom et notre date de naissance. Il y en a aussi un autre type de document que c'est très important. Ça, c'est la carte d'identité. En italien, on dit la carta d'identità. Mais qu'est-ce que c'est la carte d'identité? C'est le principal document d'identification pour les citoyens italiens. Attention, la carte d'identité est délivrée par la municipalité italienne dès qu'on demande la résidence. Pourquoi pour nous, étrangers, est importante la carte d'identité? Elle est très importante surtout parce que grâce à la carte d'identité, on a l'opportunité d'avoir la résidence. Ça veut dire l'adresse permanente où on déclare qu'on habite. La résidence nous permet d'avoir plusieurs droits et devoirs par rapport au lieu où on habite. OK? C'est pour cela que même les citoyens étrangers qui désirent avoir la résidence dans les pays, ils ont le droit d'avoir une carte d'identité italienne. Mais attention, la carte d'identité sert seulement aux Italiens pour s'identifier. Pour nous, les étrangers, le document qui nous va toujours identifier, c'est le permis séjour ou le passeport de notre pays. On commence maintenant avec la partie numéro 2 de notre formation. Ça veut dire, quelle est la procédure légale pour arriver en Italie? Aujourd'hui, bien sûr, je vais vous expliquer la procédure ordinaire. Ça veut dire la procédure que toutes les personnes doivent suivre pour arriver en Italie. Mais à la fin, rappelez-vous, je vais vous expliquer comment fonctionne la procédure spéciale pour les personnes qui ont fait des cours de formation à l'étranger. Ça veut dire les personnes qui suivent le parcours article 23 de la loi pour la migration en Italie. On commence. Le principal moyen de contrôler la migration pour des motifs de travail du gouvernement italien, c'est le décret flux. Ça veut dire en italien il decreto flussi. Un décret, c'est une loi, une mesure législative ou administrative émise par le gouvernement. OK? Pourquoi l'appelle flux? Parce que normalement, avec cet acte administratif, le gouvernement établit chaque année combien de citoyens étrangers non européens peuvent entrer en Italie pour des raisons de travail subordonnés, saisonniers ou indépendants. Pourquoi le gouvernement italien fait ça chaque année? Parce que selon la demande d'œuvre dans les pays de l'Italie et dans certains secteurs de l'économie italienne, le gouvernement va établir quels sont les quotas et les méthodes d'entrée sur la base indiquée par les politiques d'immigration. OK? Alors, chaque année, ça change.
Par exemple, cette année, le 26 janvier 2023 a été bien expliqué quelle est la modalité pour entrer dans les pays. Bien sûr, je vous conseille toujours pour avoir plus d'informations par rapport à ça, de trouver, cliquer notre lien en bas sur Jumama pour lire toutes les informations. Bien sûr, pas tous les pays au monde ont accès au decreto flussi italien. Seulement les pays qui ont déjà un accord avec le gouvernement italien. Par exemple, je mets la liste ici, l'Albanie, l'Algérie, le Bangladesh, la Bosnie, la Corée du Sud, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Salvador, l'Éthiopie, les Philippines, la Gambie, le Ghana, Georgia, le Georgia, le Japon, la Guatemala, l'Inde, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, la Moldavie, le Monténégro, le Niger, la Nigeria, le Pakistan, le Pérou et la République de la Macédonie du Nord, le Sénégal, la Serbie, le Soudan, la Tunisie et l'Ukraine sont les pays qui ont les droits d'accès au décret flux. Mais bien sûr, pour faire ça, il y a ce que s'appelle le Click Day, qui cette année a été le 27 mars 2023. Qu'est-ce que c'est le Click Day? C'est le jour depuis lequel tous les employeurs peuvent envoyer leurs demandes des travailleurs à l'étranger pour les faire venir en Italie. Mais de ça, je vais vous expliquer après. Cette année, depuis le 27 mars jusqu'au le 31 décembre, les employeurs qui sont intéressés à embaucher à une personne qui se trouve à l'étranger, ils peuvent le faire. Quelles sont les nouveautés par rapport au décret flux de cette année? La première chose qu'on doit savoir est que cette année, on a eu une énorme quantité de quotes, de numéros de quotes, presque 80 000 quotes pour cette année, parce qu'il y a un énorme besoin de main-d'œuvre en Italie. Mais dans quel domaine de travail? Vous vous rappelez, au départ, je vous parlais qu'il y en a deux types de travail. Travail saisonnier et travail subordonné. Pour le travail saisonnier, le gouvernement a donné 44 000 quotes. OK? C'est une énorme quote de travail. On peut trouver ce type de travail dans différents secteurs. Travail dans l'agriculture, OK? Travail, par exemple, comme pépiniériste. Travail ou dans tous les secteurs de l'élevage. Elle travaille aussi dans le secteur du tourisme, dans les restaurants et l'hôtel. OK? Bien sûr, ce type de travail vont avoir des contrats de travail, saisonniers. Le décret flux a aussi établi quelles sont les quotes, surtout pour les travails non sessionnés. Normalement, on peut trouver des travails subordonnés. Il a donné 38 000 quotes dans différents secteurs. Par exemple, la télécommunication, l'alimentation, la construction navale, le transport routier de marchandises, bâtiments, mécanique, tourisme, restaurant et hôtel, et travail autonome. Maintenant, on va parler de cette étape de la demande. Ça veut dire, quelles sont les différentes étapes de la procédure pour venir en Italie? On commence. La première phase, c'est la rencontre entre le travailleur et l'employeur. La deuxième, c'est l'envoi de l'application en Italie. La troisième, c'est la demande du visa dans le pays d'origine. La numéro 4, c'est l'arrivée en Italie. Et la cinquième, c'est chercher de rester en Italie. Partie numéro 1. Bien sûr, la rencontre entre le travailleur et l'employeur. Ça, c'est la partie plus compliquée. Ça veut dire comment on fait qu'un employeur
en Italie qui a besoin d'un travailleur dans le secteur qu'on a nommé avant puisse trouver un travailleur à l'étranger. Bien sûr, il y en a des mécanismes très complexes. Par exemple, l'agence des placements et spécialités, ça veut dire les centres pour l'emploi en Italie, où je vous laisse le lien dans les cas où vous voulez le consulter. Aussi dans ce qu'on appelle le réseau de soutien solidaire. Des fois, ça c'est une façon informelle euh, de l'employeur de trouver des travailleurs. Par exemple, si je suis déjà en Italie et je suis tunisien et je travaille en bâtiment avec un employeur, peut-être il en a besoin de plus de personnes pour en travailler, il peut me demander des personnes dans mon pays d'origine qui soient intéressées à faire ce type de travail. OK? Et bien sûr, c'est l'employeur qui va trouver une personne et qui va l'embaucher selon ses critères. Ça veut dire les caractéristiques du travail, l'âge, la préparation. Mais attention, aussi, la personne, le travailleur a le droit de demander à l'employeur quelles sont les conditions de travail. Par exemple, la durée du contrat, ça va dépendre du travail. La durée, si il peut avoir l'intention ou pas de rester ou d'embaucher la personne à long terme. Bien sûr, aussi, toutes les conditions par rapport à les logements et par rapport à ses droits en étant travailleur sont toutes des questions que le travailleur doit poser à l'employeur. OK? Bien sûr, veuillez noter une chose très importante. La demande est nominative. Ça veut dire, moi, qui je suis Alba, je vais avoir une demande par l'employeur et c'est l'employeur qui va demander à la préfecture ma demande. Bien sûr, l'employeur peut envoyer nombreuses demandes à la préfecture. OK? Mais chaque personne va avoir sa demande particulière avec son contrat de travail, avec son permis de séjour spécifique. OK? Mais bien sûr, l'employeur peut envoyer nombreuses demandes à la préfecture, demandes des travailleurs. On continue et on va commencer avec la partie numéro 2. Bien sûr, le début de la demande en Italie, c'est l'employeur qui va commencer la procédure. Une fois qu'il a connu déjà la personne avec laquelle il veut travailler, il doit démontrer, avant d'envoyer la demande online à la préfecture, à la préfecture, il doit surtout avoir certains requis très importants. Le premier, c'est d'avoir trouvé un logement pour les travailleurs, un logement avec beaucoup de dignité. OK? Ça, c'est très important. Bien sûr, si le logement est payé ou pas par les travailleurs, ça, c'est l'une des questions que vous devez poser à votre employeur dans le cas de la demande. Mais normalement, la personne doit garantir que dès que vous êtes arrivé en Italie, vous allez trouver un logement, OK? Où vous pouvez rester. L'employeur doit aussi démontrer qu'il a la capacité économique pour embaucher les travailleurs. Ça veut dire que je dois démontrer qu'une fois que cette personne va venir ici, je peux la payer et je peux aussi payer avec un bon contrat de travail. Ça, ce sont des choses aussi très importantes. C'est la préfecture et les commercialistes qui doivent vérifier ces parties au nom de, défendre les droits des travailleurs et aussi pour éviter qu'ils puissent avoir de l'exploitation derrière. OK? Une fois que l'employeur a bien sûr réuni tous les documents, je ne vais pas parler de ce type de documents que l'employeur doit démontrer parce que c'est une procédure extrêmement complexe et difficile. Je vais seulement vous donner une idée. Mais bien sûr, c'est un processus long où il faut aussi payer. Il doit envoyer la demande en ligne avec l'ASPID selon les quotes. OK? Il doit aussi vérifier que pas des autres travailleurs sur le territoire italien ont besoin du travail. Attention, si j'ai fait des cours de formation à l'étranger, on va voir qu'il y en a beaucoup de facilités pour notre employeur parce que notre employeur, au cas où j'ai fait des cours de formation, ne doit pas vérifier
qu'il y en a eu des autres travailleurs dans le territoire italien qui ont besoin de travail. S'il désire de m'embaucher directement, il va le faire. Ça, c'est l'une des avantages. Dans ces parties-là aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer la demande dans le bureau d'immigration. Ça veut dire la préfecture. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Dans l'envoi, il faut se rappeler que pour les personnes article 23, ça veut dire les personnes qui ont fait des cours de formation à l'étranger, le employeur doit remplir le modèle BPS, que c'est un modèle spécial pour cette personne. Ça aussi favorise l'entrée de ce type de personnes. Là, qu'est-ce qu'il va faire le bureau d'immigration? Va contrôler le dossier. Pendant cette année, il doit contrôler et enregistrer les dossiers et en 15 jours, il doit absolument décider si la demande doit être acceptée ou pas avec la questura. S'il ne répond pas, bien sûr, mais ça va être non plus un problème, il va donner, va faire le émet du nulla osta, OK, pour l'envoi électronique au consulat italien. On sait que dans des années passées, cette partie-là était extrêmement complexe et difficile parce que normalement, il y en avait beaucoup, mais beaucoup de pratiques, beaucoup de dossiers que la préfecture n'arrivait pas à le faire. Maintenant, avant de la demande des documents, un commercialiste, un avocat va vérifier que toutes les documents tous les documents que vous allez prendre soient en ligne. Et ça, bien sûr, va épargner beaucoup de temps dans le émet du nulla osta. OK? Et maintenant, dès qu'on a le nulla osta, l'employeur va envoyer ces documents à le travailleur dans le pays d'origine. OK? Et comme ça, on commence la partie numéro 3 de la procédure, que c'est la demande de visa dans le pays d'origine. OK? Où est-ce qu'on fait la demande de visa? On fait la demande de visa dans le consulat italien de notre pays. OK? Pour faire la demande de visa, il faut remplir les dossiers requis pour le visa de travail, soit subordonné ou soit saisonnier. Comment on fait ça? Bien sûr, on va demander ça dans les agences que le consulat italien a données pour prendre un rendez-vous. Pour avoir des informations sur chacune des agences, je vous invite à consulter en bas. Vous allez trouver un lien pour trouver les différentes agences sur chaque pays. On a ces informations sur JumaMap. Bien sûr, aussi, le gouvernement cette année a donné beaucoup attention au nulla osta pour des motifs de travail, parce que normalement, c'est pas simple de demander le rendez-vous dans le consulat du pays. Et on espère que cette année-là, le temps va être beaucoup plus court par rapport aux autres années. On espère. OK? Alors, dès qu'on va prendre le rendez-vous, bien sûr, le consulat va vérifier tous les dossiers qu'on a déjà envoyés et ils vont continuer à mettre le visa dans notre passeport. Et bon, voilà. Après, c'est arrivé. Finalement, le moment plus important, c'est l'arrivée en Italie. Pour arriver en Italie, bien sûr, les frais du transport et du voyage, vous devez aussi en parler avec la personne avec laquelle va vous embaucher, ça veut dire l'employeur, pour en savoir c'est à qui les frais de voyage. OK? Ça dépend de l'accord que vous faites avec l'employeur avant de quitter le pays. OK? L'une des premières choses que vous devez faire, mais bien sûr, l'employeur va vous guider, c'est d'envoyer une déclaration d'hospitalité toujours par la poste à la questura pour déclarer que vous êtes déjà arrivé en Italie. Vous en avez 48 heures pour faire ça, en suivant votre arrivée. Dans les 8 jours suivant votre arrivée, prenez un rendez-vous au bureau d'immigration pour signer les contrats de séjour et faire la demande de permis séjour. Pour faire ce contrat, vous devez aller vous présenter avec l'employeur devant la préfecture et firmer le contrat de travail. OK?
Après la signature du contrat de travail, ils vont vous donner un kit postal que vous devez toujours envoyer avec lo sportello amico, vous vous souvenez, et pour prendre un rendez-vous avec la questura. Le jour du rendez-vous de la questura, ça peut passer, il peut se passer plusieurs mois, il peut se passer 1, 2, 3, 4 mois, parce que normalement, il y en a beaucoup d'attentes de la questura. Mais ne vous inquiétez pas, parce que pour travailler pour votre employeur, vous n'avez pas besoin du permis de séjour. Selon la loi, maintenant, dès que vous avez le nulla osta, même si le permis de séjour n'arrive pas, vous êtes légalement en Italie et vous pouvez tranquillement et légalement travailler pour la personne qui vous a embauché. Mais je continue de la questura, le jour que vous allez avoir le rendez-vous, ils vont vous prendre aussi le sans prendre. Et après, ils vont vous donner le premier bordereau avec lequel vous pouvez, bien sûr, faire des autres types de démarches bureaucratiques en Italie. Maintenant, on commence à parler d'une partie qui c'est très intéressant pour la plupart de vous. Ça veut dire comment j'ai fait à rester en Italie. Ça veut dire la phase numéro 5. Il y en a deux options, OK? Et les options dépendent de, par exemple, on peut, si on a un travail subordonné ou si on a un travail euh, saisonnier. Si on a un travail saisonnier, rappelez-vous, on est en Italie que pour une durée déterminée pour travailler dans la saison. Dès que ça va finir, je devrais rentrer dans mon pays parce que la saison est finie. OK? Mais la loi du decreto flussi rentre clairement l'idée que au cas où je trouve un contrat de travail subordonné, OK, même avec un autre employeur ou dans un autre secteur de travail, si j'arrive à faire ça avant l'expiration de mon contrat de travail, je peux toujours demander la conversion de mon permis de séjour saisonnier en un permis de séjour subordonné. OK? Mais attention, il y en a certains critères qu'il faut respecter. Par exemple, on peut faire la demande seulement après 3 mois à compter du contrat de travail. OK? Et seulement après avoir accumulé un minimum de 13 jours par mois. Ça veut dire 39 jours. Il y en a aussi des quotas pour la conversion. Cette année, le décret Flux a déclaré un maximum de 4000 quotas. OK? Ça, c'est très important. Ça veut dire que les premières 4000 personnes qui vont demander la conversion vont remplir ces quotas-là. Si je suis après ces personnes-là, je vais pas trouver la place pour le faire. Mais dans les cas où j'ai pas un contrat saisonnier, mais j'ai un contrat de travail subordonné, est-ce que je peux renouveler mon contrat de travail subordonné dès que je suis en Italie? Bien sûr. Si par exemple mon employeur désire de renouveler mon contrat, je peux, bien sûr, arrivant le moment où mon permis de séjour est en train d'expirer, normalement, je conseille de le faire 2 mois ou 3 mois à l'avance. Ça veut dire, je vous conseille toujours à l'avance de demander le renouvellement, de n'attendre jamais, mais jamais jusqu'à la date d'expiration, parce que la procédure est longue et les temps en Italie sont aussi très longs. Je vous conseille bien sûr de les faire dès que vous avez une proposition de travail. Ça vous permettra de rester en Italie. Mais je souligne ça parce que ça veut dire qu'en faisant un travail subordonné, je ne dois pas convertir avec les décrets flous, décreto flussi. Il me faut seulement trouver un autre contrat de travail ou que le contrat de travail que j'en avais avant soit renouvelé. Il y a aussi une autre option, surtout pour les personnes qui ont des travails saisonniers. Pour les personnes qui ont les travails saisonniers, par exemple, si la personne n'arrive pas à convertir les permis de séjour, ou soit la personne ne trouve pas un autre type de travail, la personne peut toujours retourner dans son pays d'origine. OK? Mais dans les cas où, par exemple, il s'est créé une bonne relation avec l'employeur et l'employeur, l'année prochaine, pour la prochaine saison,
aimerait bien t'embaucher encore une fois, qu'est-ce qui va se passer? Les décrets flux prévoient aussi des quotes pour les personnes qui ont déjà été ici et qui ont respecté le fait de rentrer dans le pays. Il peut donner des permis de séjour pour des travails pluriannuels. Ça, c'est aussi une facilité. Ça veut dire, moi, je travaille en Italie pendant 6 mois. J'arrive à épargner de l'argent. Après, je rentre dans mon pays. J'attends la saison. Je vis avec l'argent que j'ai épargné dans le pays. Et après, quand la saison arrive encore une fois, on rentre dans le pays. OK? Et finalement, je vais parler surtout de les caractéristiques de la procédure pour les personnes qui ont fait les programmes de formation et d'éducation en suivant l'article 23. OK? Ces programmes de formation à l'étranger pour des citoyens non européens résidant dans le pays, et ils vont suivre presque exactement la même procédure que j'expliquais avant, mais ils vont avoir beaucoup plus de facilités par rapport aux autres. L'une des premières facilités est qu'il y a donné que pour cette personne 1000 quotes. Mais attention, récemment, le gouvernement italien a déclaré avec un nouveau décret qu'il veut favoriser que les personnes qui ont, qui ont fait des cours de formation puissent venir en Italie. Et alors, si les 1000 quotes ne sont plus suffisantes, c'est pas grave. Le gouvernement dit il n'y a pas limite de quotes. Si une personne qui a fait ce type de cours veut venir en Italie, il peut toujours le faire et il faut pas attendre à être le premier parmi les quotes. Ça, c'est un gros avantage. OK? Bien sûr. Il y a un deuxième avantage de ce type que les personnes qui ont fait ce type de formation ont, c'est que les quotas réservés ne sont pas limités au secteur économique des quotas saisonniers, mais ils sont ouverts à tous les types de contrats. Par exemple, être assistante de famille, badante, qu'on appelle en Italie, c'est pas dans le secteur économique du decreto flussi, mais en faisant ce type de cours et de programmes, il n'y en a pas aucune interdiction pour si je trouve un employeur qui veut me prendre comme assistante de famille. C'est clair ça? Ou dans des autres types de contrats. La seule condition, écoutez-moi bien ça, c'est d'avoir un contrat subordonné. Ça veut dire, les personnes qui suivent ce type de l'article 23, ils ne peuvent pas entrer dans le travail sessionnaire. Ou ils peuvent, mais ils vont faire la procédure ordinaire. Ça veut dire ils vont avoir toutes les conditions qu'ont les personnes qui normalement se présentent. OK? Mais le gros avantage, ils vont toujours les trouver en faisant un travail subordonné avec un contrat de travail subordonné, soit de durée déterminée ou indéterminée. OK? J'espère que ça soit clair. Quelle est la procédure alors? La première chose, la chose plus importante, c'est d'avoir la conclusion de la formation. Ça veut dire avoir le certificat de langue italienne A1, une formation en éducation civique sur la santé, la sécurité et le travail, et bien sûr, une présence au moins de 80% des cours. OK? Une fois que vous allez avoir tous les critères, le lieu, l'endroit où vous avez fait ces cours, chaque organisation a un cours différent, va vous donner cette certification et va introduire votre nom et prénom et votre CV et votre curriculum dans le programme SILEN. Ça veut dire un programme du ministère du Travail où ils vont publier des listes au centre de l'emploi de toute l'Italie. Comme ça, les employeurs peuvent aller et vérifier dans les centres d'emploi, selon votre profil, que le type de personnes qu'ils veulent prendre. OK? Ça, c'est très important d'en savoir. Bien sûr, tous ces bénéfices-là ne finissent pas cette année. Une fois que vous êtes introduit dans les listes Silène, ça peut aussi durer pour l'année prochaine.
Alors, ne vous inquiétez pas si cette année, vous n'arrivez pas ou vous n'êtes pas appelé par un demandeur de travail. OK? Ça, c'est très important. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Ça, l'employeur va contrater les centres de l'emploi ou les instances du projet pour connaître le profil des travailleurs. Si on trouve le match, ça veut dire l'union entre l'employeur et le travailleur, on va commencer avec toute la procédure que j'ai déjà vous expliqué avant. Ça veut dire la procédure de l'employeur pour faire la demande de Nula Host. Et dès que vous allez avoir le Nula Host, vous allez commencer cette étape de demande du visa. OK? Bon, j'espère que tout soit clair. Si bien sûr vous en avez de demandes, des questions, vous pouvez toujours nous écrire en bas. OK? J'espère que la formation vous avez bien aimé la formation et que ça soit utile pour tous vous. Et je vous souhaite une bonne année. Et rappelez-vous, toujours donner like à notre site sur Internet en YouTube. Comme ça, vous pouvez avoir plus d'informations. Et je vous invite aussi à suivre notre page sur Internet de JumoMap. Comme ça, vous pouvez suivre toutes les informations en langue, surtout pour les étrangers. Ça va être très important pour nous. OK? Bonne soirée et bye bye.